Regardez-moi un peu tous ces composants électroniques. Des résistances, des condensateurs, des transistors. À première vue, c'est un peu un fouillis. Mais qu'est-ce qui les relie tous? Qu'est-ce qui leur donne un but? Eh bien, c'est l'électricité, une force complètement invisible, qui part de l'infiniment petit pour faire tourner notre monde. Alors, c'est parti, on va plonger ensemble dans les rouages de ce mécanisme fascinant. On va assembler notre compréhension de l'électricité, brique par brique, pour vraiment voir l'image dans son ensemble. Et pour ça, il faut commencer par le tout début, la base de la base, la force fondamentale qui vient de l'élément le plus simple qui soit, la charge électrique. Voilà le personnage principal de notre histoire, la charge électrique. C'est une propriété de la matière, au même titre que la masse. On ne peut pas l'expliquer plus simplement, c'est comme ça. Et elle vient en deux saveurs, si on peut dire, positive et négative. Et la règle du jeu, la loi qui gouverne toutes leurs interactions, est d'une simplicité déconcertante. C'est une règle d'or, une loi universelle. Les charges de signes opposés s'attirent et celles qui sont identiques, eh bien, elles se repoussent. C'est tout. Cette règle, elle est décrite mathématiquement par la loi de Coulomb. Mais pas de panique. L'idée est simple. Plus les charges sont importantes, plus la force est grande. Et surtout, plus elles sont loin l'une de l'autre, plus cette force s'affaiblit. Et elle s'affaiblit très très vite. C'est vraiment cette interaction de base qui est le point de départ de tout le reste. Bon, maintenant qu'on a vu comment deux charges interagissent, on va passer à une idée un peu plus abstraite, mais tellement puissante. L'idée qu'une seule charge, toute seule, modifie l'espace tout autour d'elle. Elle crée une sorte de champ d'influence invisible. Ce champ d'influence, on l'appelle le champ électrique. C'est comme une carte invisible de la force qui entoure n'importe quelle charge. Une carte qui dit à toute autre charge qui s'approche « Hé, si tu viens par là, voilà la force que tu vas ressentir et dans quelle direction. » Cette image, elle l'illustre parfaitement. Pour une charge positive, les lignes de champ partent vers l'extérieur, elles rayonnent. Pour une négative, c'est l'inverse, les lignes pointent vers l'intérieur. Ces lignes, elles représentent juste le chemin que prendrait une petite charge positive si on la lâchait là. Pour que ce soit plus clair, l'analogie avec la gravité est juste parfaite. Le Soleil n'a pas besoin de nous toucher pour nous garder en orbite. Il déforme l'espace-temps autour de lui, il crée un champ. Eh bien, une charge électrique fait exactement la même chose, mais avec son champ électrique. Et dans ce champ invisible, il y a une autre chose qu'on peut mesurer, le potentiel électrique. C'est un mot un peu savant pour quelque chose qu'on connaît tous, la tension. En fait, c'est une sorte de carte de l'énergie potentielle. Il faut vraiment s'imaginer la tension comme l'altitude sur une carte. Une charge électrique, elle, va toujours vouloir dévaler la pente, c'est-à-dire se déplacer spontanément d'un point de haute tension vers un point de basse tension. C'est aussi naturel qu'une balle qui roule en bas d'une colline. Et c'est là, dans ce mouvement, que tout devient vraiment utile. On passe des charges statiques, immobiles, aux charges en mouvement. Et ce sont ces charges en mouvement qui alimentent absolument tout, de nos téléphones à nos villes. Ce flux de charge, ce déplacement en masse, eh bien c'est ça, le courant électrique. C'est la conséquence directe de la différence de tension, de cette pente dont on vient de parler. Et ça, on le mesure en ampères. Pour reprendre notre analogie, si la tension, c'est la différence de hauteur entre le haut et le bas d'une cascade, alors le courant, c'est le débit de l'eau qui s'écoule. Plus la pente de tension est forte, plus le débit de charge, le courant, est important. D'accord, donc on a un courant. Mais un courant brut, c'est un peu comme un fleuve en crue. C'est puissant mais utilisable. Pour s'en servir, il faut le contrôler, le canaliser. Et pour ça, on a une véritable boîte à outils de composants électroniques. Le premier outil, c'est la résistance. Son nom dit tout. Son travail, c'est de résister, de freiner le passage du courant. Un peu comme si on pinçait un tuyau d'arrosage. Et c'est justement ce freinage qui produit de la chaleur dans un grille-pain ou de la lumière dans une vieille ampoule. Ensuite, on a le condensateur. Lui, c'est un petit réservoir d'énergie. Il se charge, il stocke l'énergie électrique et il peut la relâcher d'un seul coup, très rapidement. C'est super utile pour des choses comme le flash d'un appareil photo, qui a besoin d'une grosse décharge d'énergie instantanée. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut une source de tension. Une pile, une batterie, une prise électrique. C'est la pompe du circuit. C'est elle qui maintient la pente, qui fait remonter l'eau en haut de la colline pour qu'elle puisse couler en permanence et créer un courant stable. Ok, on a nos pièces. La source, la résistance, le condensateur. Maintenant, il faut voir comment on les assemble. Parce qu'en électricité, il y a des règles, un peu comme un code de la route, pour que tout fonctionne correctement. En gros, il y a deux manières de connecter les choses. Soit en série, c'est-à-dire les uns à la suite des autres, le courant n'a qu'un seul chemin possible, soit en parallèle, où on crée des embranchements. Là, le courant se divise et peut emprunter plusieurs chemins en même temps. Et quand on commence à combiner tout ça, en série, en parallèle, on obtient un réseau. Un circuit, même s'il a l'air super complexe comme celui-ci, ce n'est finalement qu'un ensemble de chemins, les branches, qui se rejoignent à des carrefours qu'on appelle des nœuds.
Et ce réseau, ce code de la route, obéit à 2 lois fondamentales, les lois de Kirchhoff. La première, la loi des nœuds, dit simplement que dans un carrefour, tout le courant qui arrive doit repartir, rien ne disparaît. La seconde, la loi des mailles, c'est une loi de conservation de l'énergie. Si on fait le tour complet d'une boucle du circuit, la somme des tensions doit être égale à 0. On revient à son point de départ énergétique. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti de la chose la plus simple, la force entre 2 charges. Ça nous a permis de définir le champ, puis la tension. La tension a créé le courant, et avec le courant et quelques composants, on a pu construire des circuits complexes qui obéissent à des règles logiques. Tout s'emboîte parfaitement. Et ce qui est fou, c'est que ces quelques principes de base expliquent aussi bien un éclair qui déchire le ciel que le fonctionnement incroyablement complexe d'un microprocesseur. Ça donne le vertige, non? On peut se demander, quelle autre force invisible façonne notre monde de manière aussi profonde et universelle? La question mérite d'être posée.